Première partie. Un profil manipulateur complètement stéréotypé. Pour commencer, je vais partager avec vous tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris et deviné des manipulateurs. Vous ne pourrez vous libérer de leur emprise que si vous acceptez de voir et de comprendre exactement qui ils sont, ce qu'ils font et comment et pourquoi ils le font. J'en profite pour répondre à une question 1000 fois posée. Non, je n'ai pas de compte à régler avec les manipulateurs et je ne les poursuis pas avec une haine viscérale. Le problème ne vient pas uniquement des manipulateurs qui sont ce qu'ils sont depuis la nuit des temps et qu'on ne changera pas. Le problème vient aussi et surtout de la méconnaissance ambiante de leur fonctionnement et des complicités passives ou actives dont ils disposent. Les manipulateurs n'ont que le pouvoir qu'on leur laisse. Quand ils sont face à des gens lucides, structurés et affirmés, ils deviennent inoffensifs. Mon but n'est pas de détruire ces pauvres manipulateurs, mais de faire en sorte que plus personne ne leur laisse un tel espace de nuisance. Je voudrais aussi que vous puissiez interagir avec eux en sachant exactement de quoi ils retournent. Il y a quelques années, j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être formé à la thérapie provocatrice par Frank Farrelly lui-même. Cette méthode de travail relève l'absurdité de certains de nos comportements, nous met face à nos illogismes, nous fait aussi prendre conscience de nos petits arrangements personnels avec la vérité. Elle a pour but principaux de provoquer le rire ou la colère. Mais attention, comme le disait Frank Farrelly, la thérapie provocatrice se pratique le chakra du cœur ouvert. On ne se moque pas, on rit ensemble d'une situation pesante. Un éclat de rire salutaire dédramatise et ouvre de nouvelles perspectives. De même, la colère reconnecte à son pouvoir d'agir et permet à la personne de sortir du rôle passif de victime, à condition que la colère ne se trompe pas d'objet. Évidemment, votre lecture sera truffée de petites provocations, de mises en perspective inédites, de taquineries, mais aussi de pieds dans le plat, ma spécialité. Je vais un peu vous secouer, mais c'est pour votre bien. Malgré mes punchlines de ouf, comme disait une jeune lectrice, j'espère que vous ne douterez pas de la tendresse que j'ai pour l'humanité en général et pour vous, mes lecteurs en particulier. Chapitre 1. Un masque et 4 bouts de ficelle. Un profil incroyablement standard. Alors parlons de ces manipulateurs. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment font-ils? Ces manipulateurs, au sujet desquels vous avez une attitude si ambiguë, vous les connaissez très bien en réalité, car vous les fréquentez déjà depuis longtemps. Rappelez-vous le calvaire que vous ont fait vivre certains enfants à l'école primaire. Vous savez ce morveux qui vous volait votre goûter et prenait tant de plaisir à vous tarabuster, ou cette peste qui trouvait toujours les mots pour vous humilier devant les autres élèves et qui savait déclencher les rires de la classe à vos dépens. Puis il y a eu le collège. Vos souvenirs de harcèlement scolaire doivent encore être bien cuisants. Aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme à tirer. Entre la démission et la complaisance des adultes d'un côté et l'arrivée des réseaux sociaux de l'autre, leur pouvoir de nuisance s'est démultiplié au point qu'ils génèrent de plus en plus de suicides dans les collèges et même à l'école primaire. À l'heure où j'écris ces lignes, je viens de tomber par hasard sur un article de plus sur le sujet. En janvier 2017, un enfant de 8 ans, Gabriel Tay, élève de l'école Carson dans l'Ohio, aux États-Unis, s'est pendu dans sa chambre. Les raisons de son suicide viennent d'être élucidées par les caméras de surveillance de l'établissement. Au passage, comment peut-on croire que des caméras pourraient surveiller les enfants? Les images vidéo montrent qu'il a été harcelé 2 jours plus tôt. L'enfant a été poussé violemment contre un mur et frappé par des élèves. Ces élèves se sont moqués de lui et ont continué à le frapper alors qu'il était au sol, évanoui. L'enfant retrouvé inconscient dans les toilettes a simplement été envoyé à l'infirmerie. La famille n'a été informée de rien. Quand je vous parle de démission et de complaisance de la part des adultes. L'article conclut. De son côté, l'école tente bien que mal de se dédouaner du drame en affirmant que le protocole a été suivi. Comme d'habitude, pas d'excuses et aucune compassion pour la petite victime. En France, un établissement scolaire s'était plaint lors d'un procès de la médiatisation excessive du suicide d'une de ses élèves. Dans un autre cas de harcèlement, certes moins grave, la directrice de l'école s'estimait, au nom de toute la communauté éducative, profondément surprise et choquée par les propos rapportés qui ne correspondent pas à la réalité vécue en interne. Bref, les faits ne correspondaient pas à leur réalité. L'idée de faire une enquête justement en interne ne semble pas avoir effleuré cette directrice.
Vous avez probablement retrouvé ces harceleurs au lycée, puis lors des bizutages à l'université. Les agissements sont toujours les mêmes. La victime est moquée, isolée, humiliée, intimidée, battue, voire sexuellement abusée. Beaucoup de suréfficients mentaux gardent des souvenirs cauchemardesques de certaines années scolaires. Tous les autistes racontent la cruauté des autres à leurs encontres. Rappelez-vous seulement qui étaient ces morveux. Ils étaient bêtes, méchants, tracassiers, sournois, mais lâches et vite pleurnichards, et faillots quand l'enseignant arrivait. Il agissait dans les coins reculés de la cour de récréation ou dans les toilettes, loin du regard des adultes, s'en prenant en priorité aux élèves plus jeunes, brillants, fragiles ou isolés. Eh bien, ces manipulateurs que vous prenez aujourd'hui en pitié, ce sont ces mêmes enfants cruels et vicieux, ceux qui ont transformé votre scolarité en cauchemar. Ils se sont insérés dans la vie des adultes, mais ils n'ont changé ni de mentalité, ni de comportement. Ils font toujours leur coup en douce dans le dos du patron, des voisins ou de la justice. Ils sont toujours à la recherche d'une proie à tarabuster. Ils sont restés menteurs, tricheurs et harceleurs. J'ai redécouvert leur existence tout simplement en écoutant des personnes me racontant leur vécu dans le cadre de séances de coaching. Les gens viennent en consultation quand ils ont des problèmes personnels ou relationnels. Ces difficultés ont généralement deux origines principales. Soit des difficultés liées à l'enfance, manque de confiance en soi, difficultés d'affirmation de soi, mauvaise gestion des émotions, peur de l'échec, du conflit ou de l'abandon. Dans ce cas, le développement personnel est tout indiqué et fonctionne assez bien. Soit ces gens ont dans leur entourage personnel ou professionnel une personne au caractère difficile qui leur pourrit littéralement la vie. Il peut s'agir d'un conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue. C'est même parfois un simple voisin qui arrive pourtant à faire de leur vie un enfer. Ils viennent donc chercher des outils de communication. Au fil du temps et des récits, il m'est apparu que les difficultés rencontrées avec cette personne difficile allaient bien au-delà du simple problème de communication. Avec les gens normaux, même s'ils ont particulièrement mauvais caractère, on finit toujours par trouver une solution, un arrangement, un compromis. Enfin, quelque chose qui apaise la situation. Avec ces personnes-là, aucun outil de communication ne fonctionne. Au contraire, les tentatives pour régler les conflits semblent même les aggraver. Ma clientèle se heurte systématiquement au mensonge, à la mauvaise foi, au déni, à la culpabilisation, au chantage affectif, aux menaces. La personne difficile refuse de prendre la moindre part de responsabilité dans l'échec de la communication. Sa malveillance est tellement sournoise qu'elle reste longtemps cachée, mais elle finit néanmoins par devenir flagrante. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que le récit de mes clients est quasiment identique. Tous me parlent de la même personne ou presque, et ces clients présentent à chaque fois les mêmes symptômes, ceux du harcèlement. Une overdose de stress avec son cortège de conséquences, une culpabilité maladive, une angoisse quasi permanente et surtout un esprit embrouillé et éparpillé. C'est grâce à ces similitudes d'un récit à l'autre que j'ai pu reconstituer le portrait robot de cette fameuse personne au caractère difficile. J'ai rassemblé toutes ces observations dans Échapper aux manipulateurs. J'y décris cette personne manipulatrice qui ment, qui se contredit, qui est de mauvaise foi, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui est tout le temps en train de vous faire des reproches, qui ne se remet jamais en question. La liste des caractéristiques des manipulateurs et de leurs agissements remplit donc un livre entier. Les lecteurs ont confirmé la justesse de ces observations en me disant « J'ai commencé votre livre avec un surligneur à la main et j'ai arrêté de surligner parce que tout le livre devenait fluo. » C'est incroyable, vous avez raconté ma vie. C'est comme si vous aviez vécu avec moi. Ce que vous dites est vrai à chaque page. C'est exactement comme cela que se comporte mon manipulateur ou ma manipulatrice. Beaucoup d'appellations circulent pour désigner ces personnes. Pervers narcissique, psychopathe, manipulateur destructeur, etc. Moi, j'ai choisi le terme sobre et explicite de manipulateur ou de manipulatrice. Il y a différents degrés de gravité dans la manipulation, mais la base reste la même dans le fonctionnement. Et non, malgré la croyance très répandue, nous ne sommes pas tous manipulateurs. En tout cas, pas au sens où je le définis, car nous n'avons pas tous la volonté d'utiliser les autres comme des objets et nous ne ressentons pas de plaisir à les faire enrager, tourner en bourrique, n'est-ce pas ? Les manipulateurs représentent 2 à 4% de la population. C'est un chiffre difficile à valider avec précision, mais
que je peux régulièrement confirmer, notamment au cours des séminaires que j'anime sur le sujet pour les chefs d'entreprise. Ils en détectent bien 2 ou 3 par tranche de 100 employés. 2% à 4% de la population, c'est à la fois peu et beaucoup. Statistiquement, nous connaîtrions tous environ 300 personnes par leur prénom. Cela implique que dans l'entourage de chacun de nous gravitent en moyenne 6 à 12 manipulateurs. Vous voyez, cela fait quand même beaucoup de personnes difficiles. Leur pouvoir de nuisance est énorme, car on considère qu'un manipulateur harcèle une 50aine de personnes simultanément. Messieurs, ne vous sentez pas exclusivement visés, ni oubliés dans votre souffrance de victime. Les manipulatrices sont aussi nombreuses que les manipulateurs, et elles sont tout aussi redoutables et parfois bien plus sournoises, donc moins détectables. En revanche, la grammaire française ne vous est pas favorable puisque le masculin l'emporte au pluriel. D'autre part, pour simplifier et fluidifier mon propos, je vais utiliser manipulateur en termes génériques tout au long de votre lecture. Prenez le mot manipulateur comme concept et non pas comme personne sexuée. Tous mes exemples fonctionnent aussi bien au masculin qu'au féminin. Je suis toujours surprise de voir à quel point les gens peuvent être étonnés par ces fonctionnements qui sont pourtant immuables depuis la nuit des temps. Ces agissements, si longtemps décrits dans tant de romans et de films, ne devraient plus générer aucun effet de surprise. Comment se fait-il que nous passions notre temps à redécouvrir qui ils sont et comment ils fonctionnent ? Jusqu'à quand va-t-on faire semblant de croire que ces gens-là n'existent pas ? La manipulation mentale est tellement simple et standard qu'elle peut être résumée en quelques chiffres. 2 visages, 4 ficelles, un piège à 3 clés, un procédé en 3 temps et 3 pensées. Un manipulateur a 2 visages. Le fait d'avoir 2 visages est la première caractéristique d'un manipulateur. En consultation, ce critère est validé dans 100% des cas. Diriez-vous que cette personne a 2 visages ? Ah oui, exactement. Tous les auteurs sur le sujet sont d'accord sur ce point. Le premier visage est très sympathique et très avenant. Il s'adresse à l'extérieur. Il n'apparaît que lorsqu'il y a public ou lorsque le manipulateur est en phase de séduction. Le second visage est morose et cruel. Plus le temps passera, plus il deviendra haineux. Ce visage-là est réservé au cercle privé. En général, seule la victime connaît ce second visage. C'est une des raisons qui font qu'elle n'ose pas dénoncer la méchanceté de son manipulateur. Elle sait que ceux qui ne connaissent que le visage sympathique ne la croiront pas. Quelques clients ont réussi par hasard à photographier ce regard de haine pure que leur adresse leur manipulateur. Il fait froid dans le dos. C'est exactement le même regard noir que celui qu'utilisait le morveux dans la cour de récré pour vous intimider. Des années plus tard, ça fonctionne toujours aussi bien. Alors pourquoi s'en priver ? Ce concept des 2 visages est à mon avis la première erreur que l'on fait à propos des manipulateurs. Il ne s'agit pas de 2 visages, mais d'un masque et d'un visage. Le visage sympathique n'existe pas, ce n'est qu'un masque enfilé par calcul. Oui, je sais, c'est difficile à admettre. Pourtant, rappelez-vous, à l'école, l'enfant manipulateur était déjà capable d'avoir un visage d'ange ou celui d'un démon sur commande, et à l'époque, vous saviez quoi penser de la sincérité de sa bouille d'ange. Savoir que le visage sympathique n'est qu'un masque fait une énorme différence, car c'est là que se situe le premier leurre. Comme vous avez rencontré en premier le visage sympathique, vous vous imaginez que ce masque est la vraie personnalité de cette personne et que fondamentalement, vous avez affaire à quelqu'un d'adorable. Quand le visage cruel et morose arrive dans un second temps, vous pensez à tort qu'il n'est que circonstanciel et occasionnel. Vous imaginez que le manipulateur est une personne qui a beaucoup souffert. Vous pensez que vous avez dû le contrarier ou le blesser sans le vouloir. Ce n'est que pour cela qu'il se montre si dur, et ça restera ponctuel. Quand il aura guéri de ses blessures grâce à votre gentillesse, il ne sera plus que cette personne si sympathique qui est sa nature profonde. C'est bien tout ce que vous êtes dit à propos de votre manipulateur, n'est-ce pas ? Bref, la machine à fabriquer des excuses se met en route. Pourtant, peu à peu, le masque sympathique disparaît de plus en plus souvent au profit du visage déplaisant. Les victimes passent souvent des années à essayer de faire revenir le beau masque, sans réaliser que la vraie personnalité du manipulateur, c'est la personne cruelle et morose. Plus les victimes se montrent gentilles et patientes, plus le manipulateur devient mauvais. Mais loin de se décourager, elle continue à faire toujours plus de ce qui aggrave les choses. Tant que vous inverserez les 2 visages, et pire, tant que vous croirez à l'existence de la personne gentille, vous serez piégé.
La vraie personne est celle que vous détestez, celle que vous aimez n'est qu'un mirage. Prenez du recul et observez le manège. Le manipulateur utilise son masque sympathique à minima et par calcul. Ce que vous ne devinez pas, c'est qu'être gentil, ça le fatigue. Dès qu'il le peut, il arrête. Je peux vous en donner un exemple très concret. Je suivais une dame qui avait quitté un mari épouvantable. Après son départ, il est devenu brusquement absolument adorable. Il lui donnait enfin tout ce qu'elle avait vainement réclamé depuis 20 ans. J'aidais cette dame à comprendre que s'il se comportait bien maintenant, c'est qu'il savait pertinemment depuis 20 ans ce qu'elle attendait de lui. Je la coachais en lui disant « Ne revenez pas à lui juste sur des promesses vagues. Faites-lui poser des engagements concrets. » À chaque rencontre avec sa femme, ce mari éludait les demandes de changement. Il continuait à faire le beau masque et à jurer son amour. Puis à un moment donné, il s'est lâché candidement et a dit à sa femme « Bon, tu te dépêches de rentrer parce que je vais pas rester gentil tout le temps comme ça. » Toute personne qui a fréquenté un manipulateur l'a déjà vu switcher brusquement d'un visage à l'autre, juste parce qu'un tiers entrait dans la pièce où on sortait. C'est bien la preuve qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font et qu'ils maîtrisent parfaitement leur image. Mais cette idée est tellement dérangeante que la plupart des gens zappent ces faits objectifs. Pourtant, une personne normale ne passe pas aussi instantanément d'un visage à l'autre. Alors méfiez-vous des beaux masques. Et encore plus lorsque votre manipulateur redevient brusquement gentil. Ça indique qu'il a l'intention de vous rendormir. L'idée que le visage sympathique ne soit qu'un masque est trop dérangeante pour la plupart des gens. Tant que l'on croit le manipulateur aux prises avec des démons intérieurs, mais avec une bonne nature de base, on peut lui fournir toutes les excuses que l'on veut. On peut rester dans le discours angélique, qu'il y a du bon en chacun et qu'il ne faut pas juger. Quand on comprend qu'il n'y a qu'une seule personnalité, on ne peut plus nier qu'il soit cynique, calculateur et surtout pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alors on ne peut plus cautionner ses comportements sans devenir son complice. Il faudrait se positionner, donc s'affirmer, donc aller au conflit. C'est pourquoi, malgré les preuves objectives qu'elles ont sous les yeux tous les jours, de nombreuses personnes continuent à faire semblant de fréquenter quelqu'un de normal. Un manipulateur utilise 4 ficelles. Les 4 ficelles de la manipulation sont la séduction, la victimisation, l'intimidation et la culpabilisation. Tant que ces 4 ficelles fonctionnent, le manipulateur peut à loisir vous transformer en marionnette. Mais ces ficelles ne sont pas si subtiles que cela. Le jour où elles ne marchent plus, vous êtes libre, car un manipulateur ne sait rien faire d'autre que de tirer sur ces ficelles. Libéré de vos fils, vous le verrez alors s'acharner à employer ces pitoyables techniques et faire toujours plus de la même chose jusqu'à en devenir caricatural. Vous connaissez l'expression « grosse ficelle » ? Les comportements de votre manipulateur deviendront burlesques. Plus vous prendrez de recul, plus vous le verrez arriver avec ses gros sabots. La séduction. Pour vous séduire, le manipulateur enfile son beau masque. Il semble sympathique, proche, amical. Mais si vous y regardez de plus près, il n'y a rien d'amical ni de chaleureux dans son comportement. Ce n'est qu'une familiarité déplacée, un sans-gêne incroyable, une curiosité intrusive, du culot et un envahissement de votre espace. Il se comporte comme s'il vous connaissait depuis toujours et que vous étiez déjà son pote. Il vous touche physiquement ou se tient trop près dans votre sphère intime. Il vous regarde trop fixement avec un regard dur alors qu'il sourit de toutes ses dents. Il s'inclut effrontément dans votre futur. Vous l'avez rencontré 10 minutes plus tôt, il est déjà en train de vous parler de vos vacances d'été communes. Tu verras, je connais un coin pour la pêche fabuleux ou une plage privée géniale où il a ses entrées. Je t'y emmènerai. Le tout avec un clin d'œil appuyé. Non, vraiment, à bien y regarder, il n'y a rien de sympathique dans son impolitesse. Parallèlement, le manipulateur utilise la flatterie. Et ne croyez pas que cela ne marcherait pas avec vous. Nous avons tous besoin de compliments, de félicitations et d'encouragements, surtout quand on manque de confiance en soi, ce qui est le cas de la plupart des victimes. Le manipulateur fait également beaucoup de promesses alléchantes. Vous vous rendrez compte, quelques mois plus tard, qu'il n'en a tenu aucune. Mais comme vous êtes vous-même une personne de parole, vous n'imaginez même pas qu'on puisse promettre sans avoir l'intention de tenir son engagement. Les gens qui pensent trop ont un respect presque maladif de la parole donnée. À l'opposé, les manipulateurs pensent que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Maintenant, vous êtes prévenus. La capture de rêve. Dans la période de séduction, le manipulateur vous questionne beaucoup et vous fait subir une batterie de tests insoupçonnables. Son but est de repérer quels sont vos ressorts,
vos déclencheurs, vos points faibles. Le manipulateur a trouvé ce qu'il cherche pour vous ferrer lorsqu'il découvre votre rêve majeur. Nous avons tous nos rêves chéris, avoir une famille nombreuse, créer son école de danse ou voir tel chanteur en concert, et bien sûr celui de rencontrer l'amour de notre vie. Le manipulateur va tenter de vous faire croire que grâce à lui, vous atteindrez vos rêves. Il sera le prince charmant ou princesse si douce. Quelle coïncidence. Vous qui désirez une famille nombreuse, vous venez de rencontrer quelqu'un qui adore les enfants et en veut une douzaine. Ou alors il a justement un cousin bien introduit dans les milieux de la danse et un copain à la mairie qui s'occupe de l'attribution des locaux aux associations. Si vous êtes fan d'un chanteur, comme par hasard, son ami d'enfance sera le bassiste de ce chanteur. Vous aurez même le statut de VIP. Je précise pour les naïfs que tout cela est faux, bien sûr. Mais si votre manipulateur réussit à kidnapper votre rêve, il vous tiendra en laisse. Le travail de sortie d'emprise consiste presque essentiellement à repérer lequel de vos désirs secrets il a piraté et à reprendre la main sur sa réalisation. On peut avoir une grande famille, créer son école de danse ou approcher son idole sans passer obligatoirement par l'entremise de ce seul manipulateur. Quand vous aurez repris le contrôle de votre rêve, vous verrez alors avec quel cynisme il essaie de réactiver vos espoirs. Il était enfin prêt à s'engager dans une vie de famille, vous gâchez tout. Vous êtes vraiment bête de vous fâcher avec lui maintenant. Hier, il a eu son copain au téléphone et c'est justement la semaine prochaine que se décide l'attribution des salles municipales. Tant pis pour vous, son ami d'enfance vient de lui envoyer des places pour le prochain concert de votre idole, qu'il aura bizarrement perdu si vous acceptez d'y aller. Les suréfficients sont des gens sincères à en être transparents. Il est très facile d'avoir accès à leurs mécanismes et donc tout aussi facile de savoir quels sont leurs rêves, quelles sont leurs valeurs et leurs croyances et donc comment les séduire. Les gens qui pensent trop s'imaginent que tout le monde a le même sens de l'engagement et la même sincérité qu'eux. Se rappeler que les gens peuvent mentir et ne pas tenir leurs promesses leur demande un effort intellectuel qu'ils n'arrivent pas à faire pendant l'interaction. Ils ont souvent besoin d'être débriefés quand ils sont sortis de l'échange. Je leur dis, il vous a menti ou ce n'est que ce qu'il dit. Vous n'avez aucune preuve que ce soit vrai. Je vois bien qu'il ne l'avait pas envisagé. La notion même de calcul dans les relations leur est inconcevable. Les manipulateurs jouent sur du velours. Pourtant, finalement, quand on regarde tout cela avec recul, ces tentatives de séduction sont bien minables. Flatterie, fausses promesses, familiarité. La femme manipulatrice, elle, utilise les codes de séduction les plus bateaux. Ange et démon, vierge et putain, douce et peste, femme, enfant, un peu pétasse mais pas trop. Et ça marche. Car avec les gens qui pensent trop, qui sont si indulgents et qui refusent de juger les autres, cette séduction de pacotille a toutes les chances de fonctionner facilement. Le mimétisme, l'arme fatale. Il y a beaucoup plus grave. En phase de séduction, les manipulateurs utilisent énormément le mimétisme. C'est très facile à pratiquer. Il suffit de prétendre être pareil que vous et de s'exclamer avec un air émerveillé. « Oh, c'est dingue, moi aussi !»« Ah, moi aussi, j'ai adoré ce film. Oh, mais tu as bien raison, c'est exactement ce que je pense. Ça alors, c'est ce que j'allais dire. » etc. Lorsqu'un manipulateur s'exclame « Ah, ton film préféré, c'est... » Ça alors, moi aussi, c'est mon film préféré. Comprenez bien qu'il n'a même pas vu ce film et qu'il le sait très bien quand il vous dit cela. Quand vous découvrez enfin qu'il n'a jamais vu ce film, il sentira d'une pirouette. « Oh, je n'avais pas compris que tu parlais de ce film-là. » Et vite, il enchaîne sur autre chose pour faire diversion. Vous avez affaire au roi du volte-face. Les victimes mettent très longtemps à se rendre compte que leur manipulateur s'est moqué d'elles dès le premier instant. Et c'est une prise de conscience déjà très douloureuse dans un cadre professionnel ou amical, et bien pire dans un cadre amoureux. Le manipulateur mentait dès le début. Il faudra bien faire face un jour à cette information glaçante. Si vous y aviez prêté attention, vous auriez vu qu'il vous laissait parler en premier pour s'ajuster à votre propos et qu'il n'hésitait pas à se contredire pour abonder dans votre sens. Mais qui aurait l'idée de prêter attention à ce genre de détails ? Peu de gens sont méfiants au point d'avoir cette vigilance. J'espère que vous l'aurez maintenant. Le mimétisme est une arme aussi simple que redoutablement efficace, surtout avec des gens qui se sentent seuls et incompris, qui passent leur temps à se sentir différents et rejetés, et qui croient venir d'une autre planète. Comme le manipulateur se positionne en miroir, vous aurez vite l'impression d'avoir rencontré un congénère qui vous comprend, qui pense comme vous et qui vous accepte tel que vous êtes.
Alléluia! Combinant le mimétisme avec ce qu'il capte de vos rêves, le manipulateur vous fera croire que vous avez enfin rencontré le meilleur ami, l'âme sœur, le mentor, l'associé que vous attendiez depuis toujours. À cause de ce mimétisme délibéré, quand vous rencontrez un manipulateur ou une manipulatrice, vous avez l'impression d'avoir rencontré votre double, et c'est extrêmement dangereux pour un suréfficient. Car ce mimétisme peut activer le besoin inconscient de symbiose chez les personnes dépendantes affectives et leur donner la certitude d'avoir rencontré celui ou celle qu'ils attendaient depuis toujours. La relation proposée par le manipulateur donne l'illusion de nourrir tout en affamant. Se croyant comblé, le dépendant affectif se retrouvera piégé dans une relation creuse. Exactement comme une feuille de papier reste collée au goulot d'un bocal sous vide. Il n'aura plus la force de mettre fin à cette relation qui le détruit. Le mimétisme peut également activer une mémoire gémellaire. Dans « Je pense mieux », je parle du syndrome du jumeau perdu. Je pense que les gens qui pensent trop sont susceptibles d'être concernés par cette problématique inconsciente. Statistiquement, environ 13% des grossesses commencent par être gémellaires, alors que les jumeaux ne représentent que 2% des naissances. Cela implique qu'il y aurait à peu près 11% de la population qui est un jumeau né seul. On sait maintenant que les fœtus ont une mémoire de ce qui s'est passé in utero et que cela influence les émotions de la personne adulte. Le souvenir d'un jumeau perdu, enregistré in utero, est très puissant. Alors, quand un individu utilise cyniquement le mimétisme, il risque d'activer cette mémoire, cette nostalgie gardée dans notre biologie, d'un double, de quelqu'un de très proche, d'une complicité particulière. Et donc, si vous êtes concerné par ce syndrome, c'est de manière pratiquement biologique que vous aurez inconsciemment l'impression d'avoir retrouvé ce jumeau. Cela offre au manipulateur une carte blanche pour vous tarabuster. Plus grave encore, vous assimilerez la rupture avec cette personne à une nouvelle perte gémellaire, atrocement douloureuse parce qu'en résonance avec la perte initiale. Cela peut même rendre la rupture impossible. Enfin, il faut que vous soyez prévenus. Depuis la sortie de Je pense trop, les manipulateurs vous offrent ce livre en vous disant « Tiens, il faut que tu le lises, c'est complètement moi ce qui est écrit dedans ». Puis ils se repaissent de vos découvertes sur vous-même en vous faisant croire qu'ils ont vécu exactement les mêmes puisqu'ils sont censés être tout pareil que vous. Un jour, troublé, vous m'envoyez un mail pour me demander si c'est possible d'être surefficient et manipulateur. Ma réponse est non, définitivement. Là où il y a du calcul, du cynisme et de la malveillance, on ne peut pas parler de surefficience. Pour moi, surefficience et humanisme sont indissociables. Il est donc urgent que vous mettiez tout votre discernement dans vos relations interpersonnelles. Apprenez à repérer ces éventuelles tentatives de mimétisme. Taisez-vous et laissez les gens parler en premier. Vérifiez ce que ce syndrome du jumeau perdu peut réveiller chez vous comme sentiment d'abandon ou de perte. Pour échapper à ce mimétisme, demandez-vous « En quoi cette personne est-elle différente de moi ?» plutôt que « En quoi est-elle comme moi ?» Et posez-vous aussi cette question « Est-ce que ses actes sont en accord avec ses paroles ?» Regardez les actes plutôt que d'écouter des paroles qui peuvent être un tissu de mensonges. Par exemple, vous avez une nouvelle amie qui prétend que, comme vous, elle est fan des médecines alternatives, que jamais elle n'ira voir un médecin, qu'elle a horreur des médicaments allopathiques, et puis, la semaine suivante, elle est sous antibiotiques pour un simple rhume. Auriez-vous pris les médicaments qu'elle prend ? Un de mes confrères dit « Les femmes, c'est comme les lapins, on les attrape par les oreilles ». C'est provocateur, certes, mais pas misogyne, puisque le pendant masculin existe. Depuis l'Odyssée d'Homère, on sait que les hommes sont aussi sensibles au chant des sirènes. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ne vous laissez pas attraper par les oreilles. Méfiez-vous des belles promesses et des flatteries. Plus vous prendrez confiance en vous, en votre valeur et en vos ressentis, moins les séducteurs et séductrices auront de pouvoir sur vous. La victimisation. Très vite dans la relation, le manipulateur va essayer de se faire passer pour quelqu'un de malheureux, de malchanceux et de persécuté. Le but est de vous inspirer de la pitié. Dans la cour de récréation, déjà, il pleurnichait dès que la maîtresse l'attrapait. Au collège, nombre d'enseignants croient que les élèves méchants et harceleurs sont les pauvres enfants perturbés et malheureux. Si un manipulateur arrive à vous inspirer de la pitié, vous êtes piégé. Vous n'oserez plus prendre le risque de le blesser, ni même de le contrarier, au point d'en perdre votre bon sens et le respect de vous-même. Je dis des manipulateurs et des manipulatrices qu'ils ont une coquille de Calimero en acier trempé. Et vous n'arriverez pas à leur faire ôter. Les manipulateurs vont vous faire croire qu'ils sont les plus malheureux de la Terre, qu'ils n'ont pas eu de chance dans la vie,
qu'on leur a fait du mal, qu'ils souffrent terriblement et que c'est toujours à cause des autres. Leur plainte est continue. Ce sont des braillards. Ils pleurent sur commande. Bizarrement, ils n'ont jamais aucune part de responsabilité dans leur malheur. Ce sont toujours les autres les méchants. Et vous, tellement braves, vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre les gens en pitié et de vous mettre à leur disposition. Votre besoin d'être utile et de sauver le monde est un des ressorts que le manipulateur cherche à activer avec sa victimisation. Une de mes consoeurs dit « Si vous ressentez ne serait-ce qu'une goutte de pitié pour votre conjoint, fuyez. » Car il faut bien faire la distinction entre compassion et pitié. La compassion, c'est comprendre que l'autre souffre, qu'il a des difficultés. Mais comme tout un chacun, à différentes époques de sa vie. Quand vous êtes dans la compassion, vous ne doutez pas de ce que cette personne a des ressources internes pour surmonter ses difficultés. Son besoin est surtout un besoin de soutien moral. Elle n'a pas besoin que vous preniez en charge ses problèmes personnels et que vous les régliez à sa place. Amélie Nothomb dit « Je suis comme tout le monde, donc j'ai beaucoup souffert. Si tant est qu'ils souffrent vraiment, nous y reviendrons, les manipulateurs ne sont pas les seuls à avoir des difficultés. » Amélie Nothomb a raison. La vie n'épargne personne. Nous souffrons tous. Nous avons tous notre lot d'ennuis et de chagrins. Souvent même, vous seriez surpris en entendant l'histoire de vie de gens qui vous paraissent sans souci. Vous vous demanderiez alors comment ils font pour être encore debout, paisibles et souriants. On dit que les grandes douleurs sont muettes. Or, celle des manipulateurs est très bruyante. En fait, la principale différence est que la plupart des gens souffrent dans la dignité et dans la pudeur, alors que les manipulateurs braillent, théâtralisent et exagèrent leurs difficultés avec l'intention de les faire prendre en charge par autrui. Faites-vous maintenant mieux la distinction entre compassion et pitié ? La compassion consiste à comprendre que quelqu'un a des ennuis, comme tout le monde. La pitié fait s'imaginer que ce pauvre Calimero a plus souffert que les autres. Il est tellement profondément démuni devant ses difficultés qu'il faut le sauver, et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. L'intimidation. L'intimidation est la troisième ficelle. C'est celle que vous avez le mieux connue à l'école primaire. Elle apparaît très tôt dans la relation parce qu'elle est grandement utile à votre dressage. Elle se met en place insidieusement et progressivement. L'objectif est de vous faire vivre dans la peur. Un manipulateur est comme un nuage d'orage, toujours menaçant, imprévisible et explosant de plus en plus souvent. On le sent nerveux, impatient, irritable, stressé et stressant. Quand un manipulateur entre dans une pièce, l'ambiance change. Tout le monde se crispe. Dès qu'il en ressort, chacun respire et se détend. Tout cela est de la comédie, mais peu de gens s'en rendent compte. Pourtant, après vous avoir bien mis la pression, quand il est loin des regards, le manipulateur s'en va en sifflotant. Après la phase de séduction, les compliments du début vont se transformer en critiques et en moqueries de plus en plus blessantes. Vous allez apprendre à redouter son jugement. Si vous vous rebiffez, il a la parade. Il ne vous critique que pour votre bien. Si vous voulez rester bête, moche et inadapté, tant pis pour vous. Il ne se moque pas, il plaisante. C'est vous qui n'avez pas le sens de l'humour. Pourtant, en guise d'humour, ces moqueries sont du même niveau que celles qu'il utilisait déjà en primaire. Lourdes, blessantes, stupides, voire scatologiques. Le manipulateur adore faire la tête. Il se ferme brusquement. L'ambiance devient plombée. Il émet d'intenses ondes de reproches silencieux. À vous de deviner en quoi vous l'avez contrarié. Plus tard, il se mettra à faire des crises de rage soudaines et effrayantes. Il semble avoir tant de violence à peine contenue à l'intérieur de lui. Rappelez-vous qu'il se maîtrise parfaitement puisqu'il peut changer de visage en un quart de seconde. En fait, il sait toujours jusqu'à où aller pour ne pas aller trop loin et exactement quand il doit s'arrêter. Ces bouderies et ces crises de rage sont déjà pénibles, deviendront plus tard des représailles plus ou moins masquées, mais que vous devrez apprendre à décoder. Par exemple, il prétend que vous pouvez voir vos copains, qu'ils s'en fichent, que vous faites bien ce que vous voulez. Mais à chaque fois que vous aurez fait une sortie avec vos amis, il sera d'une humeur massacrante pendant 2 jours. À vous de faire le lien. Alternant masque sympathique et visage rageur, il effectue un dressage, un véritable conditionnement. Carotte dans une main, bâton dans l'autre. Il vous apprend à obéir sans réfléchir. Vous aurez de plus en plus peur de provoquer ces crises et vous marcherez sur des œufs avec lui, cherchant à le comprendre, à le deviner et surtout à ne pas le contrarier. Votre manipulateur sait aussi activer toutes vos peurs inconscientes et ou irrationnelles, celles de blesser, d'être injuste, d'être incompétent, d'être rejeté, abandonné.
Malgré vos efforts, les scènes seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus pénibles. Vous avez horreur des ambiances tendues et des conflits. Vous avez besoin de paix et d'harmonie. Sans même vous en rendre compte, dans l'espoir de restaurer une ambiance respirable, vous deviendrez une personne soumise, dans une suradaptation permanente. Votre obéissance aggrave le processus, car plus vous cédez de terrain, plus il va loin. On dit que la peur n'évite pas le danger. C'est particulièrement vrai dans ce cas de figure. Tant que vous ne serez pas fermement positionné, vous ne l'arrêterez pas. Vous devrez tôt ou tard apprendre à pratiquer l'affirmation de vous. Parallèlement, au fur et à mesure, que le masque tombe, vous découvrez sans arriver à y croire sa vraie nature. Un manipulateur est une personne cruelle, jalouse, haineuse et réellement malveillante. Son discours sur les autres est édifiant. Tout le monde est bête sauf lui. C'est bien fait pour eux, ça leur apprendra à le contrarier. Il étale complaisamment ses tracasseries, ses vengeances minables. Cela devient difficile de ne pas comprendre qu'il en tient autant à votre égard. Ces menaces sont souvent indirectes, mais comme vous avez beaucoup d'imagination, votre cerveau qui pense trop fait le reste. Petit à petit, vous commencerez à avoir le doute sur le côté accidentel de certains événements. Un manipulateur est un passif agressif, c'est-à-dire que son agressivité, pourtant bien réelle, est masquée. Il salit, il gâche, il casse, il abîme, il perd, comme par inadvertance. Puis, vous vous faites mal à cause de son étourderie ou de sa maladresse. Il a ouvert la porte de placard au-dessus de votre tête pendant que vous étiez baissé. Il a déplacé un meuble dans lequel vous vous cogniez le petit orteil. Il n'a pas fait exprès de vous bousculer pendant que vous passiez à côté de l'escalier. Il n'a pas pensé à vous dire que c'était brûlant. Les manipulateurs peuvent même être encore plus dangereux. Ils vous abandonnent au milieu de nulle part, font mine de jeter la voiture sous un camion, vous balancent des objets à la tête, se montrent violents. De même, ils nient le danger, même quand il est objectif. Vous êtes trop heureux et surprotecteur. Notez bien cette expression. Ça m'a effleuré l'esprit. C'est que ce que me disent tous mes clients quand ils sont sur le point de deviner le niveau d'inconscience, de malveillance ou de dangerosité de leur manipulateur. Laurence me raconte. Le mercredi, je vais voir mes parents qui habitent environ 3 quarts d'heure de chez nous par autoroute. Ma voiture se comporte bizarrement sur l'autoroute. J'en parle à mon père en arrivant. Il fait le tour de la voiture et découvre que les 4 pneus sont notablement dégonflés. Mon père s'occupe de les regonfler et fulmine. Ton mari est complètement inconscient. Mais comment il entretient cette voiture? Tu aurais pu avoir un accident. L'idée me vient à ce moment-là que mon mari pourrait l'avoir fait exprès. Je le revois me demander sur un ton bizarre si je vais chez mes parents demain. D'habitude, je me serais empressée de l'enguirlander en rentrant sur le mode « t'es complètement inconscient ». Mais comme j'avais eu ce doute, je n'ai rien dit et j'ai observé. Lui, qui ordinairement se fiche de ma vie, est venu me tourner autour avec le même drôle de ton faussement innocent. Ça s'est bien passé chez tes parents? Tu n'as pas eu de problème sur l'autoroute? La voiture a bien marché? J'ai prétendu que tout s'était très bien passé, mais j'étais horrifiée de le voir signer son crime d'une façon aussi flagrante. Comme c'est effrayant de vivre avec quelqu'un d'aussi malveillant. En fait, je suis réellement en danger en vivant à ses côtés. Oui, et plus encore que vous ne le croyez. Il faut apprendre à vous protéger. La culpabilisation. Enfin, la 4e et dernière ficelle de la manipulation est la culpabilisation. Là encore, le procédé est standard. Il s'agit de vous rendre responsable de tout ce qui ne va pas. Le manipulateur n'a rien fait. Il est pur et innocent. C'était déjà le cas quand l'instituteur l'attrapait par l'oreille. Même pris la main dans le sac, il niait farouchement ses actes. Vous retrouvez exactement la même mauvaise foi chez le manipulateur adulte. Il n'avouera jamais, rien n'est jamais sa faute. C'est toujours la faute des autres et surtout la vôtre. Sans vergogne, il présente tous ses actes comme étant des réactions normales et logiques à votre comportement. La trame immuable est la suivante. C'est parce que vous avez qu'il a. Par exemple, c'est parce que vous l'avez négligé pendant que vous veilliez votre père malade et en fin de vie qu'il a pris une maîtresse. C'est donc bien votre faute. Exemple non seulement authentique, mais rapporté plusieurs fois par des victimes. Ce mécanisme a également l'avantage de vous apprendre à connecter vous-même vos actes à ces réactions. Cela vous fait perdre votre spontanéité. Vos efforts pour vous adapter et vous améliorer seront vains et épuisants. Car la ficelle culpabilisation utilise beaucoup la double contrainte, ce lien aliénant découvert par l'école de sciences humaines de Palo Alto. La double contrainte fait en sorte que vous n'ayez pas d'issue. Vous avez dit blanc, il fallait dire noir, et inversement. C'est simple.
Quoi que vous fassiez, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Comme le manipulateur énumère abondamment ce qu'il ne veut pas, mais s'abstient consciencieusement de dire ce qu'il veut, vous pouvez passer votre vie à essayer de deviner et tomber à côté. De toute façon, ce que vous faites ne sera jamais au niveau de ses attentes. Ajoutez à cela sa mauvaise foi inouïe, il sera même capable de se contredire pour éviter de vous valider. Ce ne sera jamais ce qu'il avait demandé. Si vous ne vous découragez pas assez tôt, vous allez devenir fou. Pour augmenter votre sentiment de ne pas être à la hauteur de ses attentes, le manipulateur utilise des injonctions de conformité. Les gens intelligents font, tout le monde sait que, etc. Les suréfficients mentaux sont habitués à ce que leur rapport humain soit difficile. Au milieu des normaux pensants, ils se sentent souvent seuls et incompris. Par méconnaissance des implicites sociaux, ils font des gaffes, créent des malaises dans la communication et s'ennuient tellement dans les conversations superficielles qu'ils se demandent ce qu'ils font là. Ils se font aussi souvent et copieusement critiquer puisqu'ils sont trop sensibles, trop émotifs, trop compliqués, trop susceptibles. Alors, les suréfficients sont habitués à penser que s'il y a un problème, il vient forcément d'eux et non de leur interlocuteur. Ils sont aussi habitués à devoir faire beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre les autres. Cela les rend faciles à culpabiliser quand la communication est mauvaise. Par ailleurs, à l'opposé des manipulateurs qui se dédouanent de tout, les suréfficients sont des hyper-responsables. Mais à trop vouloir assumer leur part, ils en oublient de laisser les autres assumer la leur. C'est facile de culpabiliser des gens qui ont une conscience, qui ont envie de bien faire, qui ont des choses à prouver. Les manipulateurs savent utiliser ces ficelles. Pour ne plus être manipulable, il faut définitivement couper ces 4 ficelles. C'est ce que nous allons nous appliquer à faire tout au long de ce livre. En bref, pour commencer, retenez ces 4 grandes lignes. Ne vous laissez plus séduire par un masque sympathique, par de belles paroles ou des promesses vides. Évaluez les gens uniquement sur des faits et des actes. Et surtout, ne signez plus de chèques blancs dans la relation. Prenez tout votre temps. Vous ne pourrez pas connaître quelqu'un en quelques heures. Pour ne plus vous laisser engluer dans une pitié poisseuse, ne confondez plus être méchant et être malheureux. Il y a des gens très malheureux qui ne deviendront jamais méchants et des gens méchants qui sont très heureux de l'être. Les gens normaux prennent eux-mêmes en charge la résolution de leurs problèmes. Vous n'êtes plus dans la cour de récré. Il y a des lois pour vous protéger. Ne vous laissez pas intimider. Cessez de fuir les conflits et pratiquez l'affirmation tranquille de vous. Ne vous sentez plus responsable des actes d'autrui. Acceptez l'idée qu'il est impossible d'avoir une relation sereine avec un manipulateur. Réalisez surtout que personne n'a le droit de se comporter ainsi avec vous. Vous méritez mieux. Un manipulateur ne sait rien faire d'autre que de tirer les ficelles. Si elle ne fonctionne plus avec vous, vous êtes libre. Lui va s'acharner dessus, insistant d'une façon caricaturale à en devenir pathétique. Je suis heureuse quand je vois enfin mes clients rire de ce qui les a tant fait pleurer. C'est ce que je vous souhaite.